18h36, merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre punchline du week-end. C'est la dernière ligne droite, toujours à mes côtés pour commenter cette actualité de ce vendredi 13. Actualité, c'est vrai, il faut le reconnaître, assez chargée. Noémie Alioua m'accompagne, Arnaud Klasfern, Patrick Martin-Genier et Louis de Ragnel. On va poursuivre évidemment nos débats. On sait que Emmanuel Macron doit prendre la parole incessamment sous peu. Si je me fie à l'information de Louis de Ragnel, c'est une façon pour moi de lui mettre une certaine pression. Il m'a dit 18h40, donc dans 4 minutes. Dans 4 minutes, vous savez, Emmanuel Macron a passé une batterie de coups de fil. Il a eu le prince héritier d'Arabie Saoudite, le roi de Jordanie, le président des Émirats Arabes Unis, l'émir du Qatar, le chancelier allemand, le premier ministre britannique, le président américain, le premier ministre d'Israël, le président égyptien et le prince héritier de Bahreïn. Donc on voit aussi que Emmanuel Macron a une journée bien remplie. Donc il est possible que ce ne soit pas 18h40. Et vous ne maîtrisez pas forcément je comprends aisément les appels des uns et des autres. Allez, je vous propose d'écouter le colonel Olivier Arafovitch, qui était mon invité ce midi, qui est le porte-parole de l'armée israélienne, qui expliquait les raisons de cette attaque ou de ces frappes. Et quand vous l'écoutez, vous comprenez un peu mieux les choses. Écoutez le colonel Olivier Arafovitch. 15 bombes atomiques étaient en préparation. Les missiles balistiques et l'autre élément étaient également là pour joindre les uns aux autres et créer des armes nucléaires qui mettaient en danger existentiel l'État d'Israël. Et c'est pour cela, je le répète, que les frappes qui ont commencé à 2h15 du matin cette nuit ont eu lieu, parce que sinon, si nous avions attendu plus, nous étions dans une situation de point de non-retour, et là, il aurait été très difficile d'éliminer cette menace. C'est ce que nous faisons actuellement et nous continuons à le faire. Arnaud Klasfeld, on évoquait tout à l'heure, vous l'évoquiez vous-même, vous parliez d'une bombe atomique. Le colonel Arafovitch parle de 15 bombes. 15 en préparation. En préparation. Moi, la réalité, voilà. J'ai entendu un ancien haut responsable politique français qui avait une rencontre avec le prétendant au trône, le Shah d'Iran, dire que c'était il y a 2 mois que l'Iran avait déjà une bombe. Bon, alors c'est peut-être en préparation, ils n'ont peut-être pas le moyen pour l'envoyer ou le mettre sur le missile, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est pas loin. Déjà une. Et une, c'est la fin d'Israël. C'est une bombe sur Tel Aviv, c'est la fin d'Israël. Ou alors ils peuvent les confier à des proxys. On a vu tellement de films où il suffit de mettre une bombe. Bon, enfin, Israël a le devoir de se défendre, quoi. Il était urgent d'agir. 80 ans après la Shoah, il ne doit pas y avoir une seconde Shoah en Israël. Donc Israël doit prendre les précautions. Israël n'a pas frappé ni le pouvoir politique, ni les raffineries pétrolières. Donc Israël laisse encore la voie à la négociation. Et j'espère qu'il y aura un accord et que l'Iran démantèlera son programme nucléaire militaire. Ce serait la meilleure solution. Mais quand on voit les réactions des différents dirigeants iraniens, évidemment, on peut douter de tout cela. Noémie Alioua. Oui, alors on peut parler d'une bombe atomique, de 15 bombes atomiques, ça revient entre guillemets au même. Une bombe atomique, c'est une assurance vie. Une seule bombe déjà, c'est l'assurance vie d'un régime. Et l'assurance mort d'Israël. L'assurance mort d'Israël, l'assurance vie d'un régime qui est profondément déstabilisateur pour toute la région, parce que c'est acté. L'Iran, la République islamique d'Iran, ce régime, il faut toujours faire la distinction parce qu'il y a aussi le peuple iranien qui se bat très courageusement contre ce régime. Ce régime, la République islamique d'Iran, vous le savez, finance et arme un certain nombre de proxys dans la région qui visent justement à la déstabiliser, que ce soit le Hezbollah, bien entendu, mais il y a également les Houthis au Yémen, il y avait quelques milices chiites en Syrie, en Irak, le Hamas aussi, exactement. Donc, si vous voulez, le fait que la République islamique déstabilise la région et qu'en plus un certain nombre de ses dirigeants appellent à la destruction d'Israël, ça fait que pour Israël, il n'était pas question de pouvoir laisser ce régime faire proliférer son programme nucléaire iranien. Et puis, quelques mots aussi sur ce régime, indépendamment de la menace qui pèse sur Israël. C'est un régime profondément tyrannique. Il faut entendre la voix du peuple iranien. C'est très important. Vous savez, la République islamique d'Iran fait appliquer la charia. La République islamique d'Iran pend les homosexuels, brime les femmes, puisque les femmes n'ont pas le droit de sortir dans la rue sans voile. Il y a la fameuse police des mœurs qui les oblige à se couvrir dans la rue. C'est un pouvoir profondément
tyrannique qui fait appliquer la charia et qui fait souffrir son peuple. Donc, d'aucune sorte de façon, même lorsqu'on ne défend pas les intérêts israéliens, on ne peut soutenir ce régime qui est profondément dangereux, indépendamment de tous les conflits qu'il peut avoir ensuite avec l'État israélien. Louis de Ragnel. Non, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une telle manœuvre militaire, une telle opération avec, rappelons-le, 200 avions de combat, avions de chasse qui ont frappé l'Iran cette nuit, des opérations clandestines organisées par le Mossad. Donc il y a à la fois le Mossad et l'armée israélienne qui participent à la même manœuvre, à la même opération. Les Israéliens ne vont pas reculer de sitôt. Quand vous faites ça, vous atteignez aussi un point de non-retour. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, c'est des frappes symboliques avec des têtes qui ont été décapitées, avec un certain nombre de sites. Ça permet à Israël de montrer à l'Iran, on sait exactement où sont vos sites d'enrichissement nucléaire, on sait frapper. Il y a eu aussi des destructions de systèmes anti-aériens, voilà, pour bien montrer à l'Iran. Et des scientifiques qui ont été neutralisés. Mais il faut bien imaginer, il faut bien avoir en tête qu'une planification comme ça, Israël met en place une gradation. Et donc là, souvent c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la première journée est symbolique, ils attendent de voir aussi à la fois la réaction de l'Iran et la réaction de la communauté internationale, et ensuite il y a un certain nombre d'étapes que l'armée israélienne va mettre en place, et on voit bien que quand vous faites ça, ça fait 15 ans que, je dis pas que les Israéliens attendent ça, mais les 15 ans que les Israéliens se préparent, en tout cas en cas d'acquisition de la capacité d'utilisation de l'arme nucléaire par l'Iran, à se défendre et à se protéger. Donc il faut bien se dire que ça ne va pas s'arrêter de sitôt. D'ailleurs, l'armée israélienne et les États-Unis communiquent en expliquant que les opérations ont continué pendant la journée. Et je pense que là, on entre dans une nouvelle phase. Il faudra regarder aussi de très près les répercussions dans la zone, dans la région. Comment est-ce que réagissent les pays arabes? Il faut aussi bien se dire que... C'est important ce qui s'est passé ce matin. C'est pas simple aussi pour les chefs d'État des pays arabes. Un certain nombre d'entre eux, globalement, soutiennent Israël, mais ils ont aussi un peuple à gérer, ils ont une rue à gérer. Et pas question pour eux d'être renversés parce que, justement, il y a ce conflit qui, à nouveau, s'invite, en fait, dans les discussions politiques au sein de leur pays. Donc voilà, tout ça, ça répond à des équilibres qui sont extrêmement fragiles. Mais voilà, une chose bien à retenir, c'est que Israël, en faisant ça, est ultra déterminé. On fait pas ça, on fait pas un one shot. Vous faites pas une telle opération la nuit dernière pour ensuite dire c'est bon, on a fait ce qu'on voulait, on a fait une frappe d'intimidation. Non, évidemment. Ça va aller plus loin. Donc c'est pour ça que moi je vois difficilement comment un accord est possible avec les Iraniens sur la question du nucléaire. Et je pense sincèrement que même quand Donald Trump dit la porte est encore ouverte, il sait pertinemment que l'Iran n'est plus dans la situation d'accepter cette main tendue. Et de toute façon, ils n'ont jamais voulu saisir cette main tendue qui a été tendue je ne sais pas combien de fois. 18h43, toujours pas d'Emmanuel Macron. Écoutez, on va... Voilà. Je surveille mon écran de contrôle, évidemment, on ne sait jamais. Bon, vous n'avez pas eu 3 minutes, Louis de Ragnel. Hein. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec lui, c'est pas parce qu'un régime est antipathique et qu'il applique la charia qu'il faut le faire tomber. L'Arabie Saoudite n'est pas très sympathique non plus, d'un point de vue intérieur. C'est moi qui le disais, mais c'était plus pour porter la voix du... Mais là, c'est la défense des intérêts stratégiques. On n'est pas dans la morale. On renverse un régime s'il est dangereux pour soi. Et j'avais fait l'erreur. Enfin, je croyais que l'Irak avait la bombe atomique. En 2003, j'étais pour la guerre en Irak. Mais je croyais aussi que la démocratie pourrait être installée. Et j'ai bien compris depuis qu'il faut laisser les peuples avancer à leur rythme, et ce n'est pas à nous d'imposer leur régime, il faut les laisser aller à leur rythme et les faire tomber. Enfin, les régimes occidentaux font tomber d'autres régimes uniquement s'ils représentent une menace vitale. Et Israël ne l'aurait pas fait. Et Israël ne l'aurait pas fait si l'Iran n'avait pas cherché à acquérir l'arme atomique pour détruire Israël.